ce Zoom, j'accueille Norbert Chetaille. Bonjour Norbert Chetaille. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association nationale de défense des communes. Oui. Mais avant de parler de cette association et du cadre d'intervention au sein de cette association, je voudrais vous parler de votre profession, très surprenante parce que j'ai lu dans la presse que vous êtes parraineur. Alors c'est le nom qu'a trouvé, je crois, le journaliste assez connu d'ailleurs, Florence Aubenas dans Le Monde, pour évoquer votre métier, c'est-à-dire de rechercher des parrainages de maires pour les candidats à l'élection présidentielle. Et l'on dit même que vous avez trouvé 200 des 500 candidats nécessaires pour François Asselineau en 2017. Alors, je ne suis pas parraineur de profession, je suis travailleur indépendant à mon compte depuis pratiquement un quart de siècle. Je gère une agence de communication depuis 1995. Mais il est vrai que parmi les nombreuses missions que l'on m'a demandées dans le cadre de mon agence de communication, il y a de nombreuses missions politiques. J'ai travaillé également pour le monde de l'entreprise, pour des industriels, pour un certain nombre de parlementaires, députés français au Parlement européen, sénateurs, députés, anciens ministres, diplomates. Mais aussi, j'ai été sollicité à plusieurs reprises par des candidats à l'élection présidentielle pour obtenir les fameuses signatures, les fameux paraphes qui peuvent leur permettre d'être présents à l'élection présidentielle. Mon dernier engagement politique, je l'ai eu au MPF avec Philippe de Villiers. La dernière carte politique que j'ai prise, c'était en 2009 avec Philippe de Villiers. J'ai arrêté d'ailleurs de militer quand Philippe de Villiers a arrêté pour plusieurs raisons la politique. Et il m'avait demandé à l'époque, en 2006-2007, de m'occuper au plan national de l'organisation de la collecte des parrainages, car il souhaitait partir à l'élection présidentielle en 2007. Il n'avait pas réussi, contrairement à 1995, à partir à l'élection présidentielle de 2002. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai organisé la collecte des parrainages au plan national pour lui. Il a été candidat. Opération réussie avec 810 parrainages à l'époque. Et par la suite, quelques années plus tard, j'ai été sollicité par un autre candidat présidentiel, Nicolas Dupont-Aignan, qui lui n'avait pas réussi à obtenir les signatures pour être présent à l'élection en 2007. Voilà, de la même façon, l'opération a réussi puisque Nicolas Dupont-Aignan a obtenu ses 500 paraphes. Et plus dernièrement, est-ce que vous avez trouvé 200 des candidats? Alors, dernièrement, j'ai été missionné par François Asselineau, qui était relativement peu connu à l'époque, qui souhaitait concourir, et qui n'avait, lui, obtenu que 17 signatures en 2012. Voilà, effectivement, moi tout seul, j'ai obtenu 200 signatures, mais pour obtenir les 500 parrainages, il y a effectivement il faut effectivement, comment dirais-je, former des équipes militantes que le parti politique vous fournit en quelque sorte. Et c'est un véritable travail, oui. On peut dire qu'il y a, pour certains candidats qui ont des difficultés pour les obtenir, c'est une certaine forme de professionnalisation, oui. Oui, mais est-ce que c'est pas choquant, cette professionnalisation-là, alors que l'esprit devrait être une démarche du candidat ou du représentant des candidats dans une vision, j'allais dire, militante, de dévouement? C'est-à-dire que certains candidats ont des difficultés pour les obtenir parce qu'ils ont un appareil politique relativement réduit. Ils n'ont pas l'habitude de partir à l'élection présidentielle. Il est vrai qu'au fil des années, je me suis constitué un réseau d'élus, puisque en, je dirais, 20 ans, j'ai dû rencontrer quelques 2000 élus. J'ai fait une petite approximation il y a quelques temps, il doit y en avoir encore 1200 qui sont en place. Et j'en tutoie une centaine, environ une bonne centaine. Donc c'est vrai que ça facilite énormément les choses. Et puis j'avais effectivement eu d'autres missions pour d'autres élus nationaux, ce qui peut aider quand on dispose d'un réseau d'élus, ça aide des candidats à pouvoir se présenter. Alors évidemment,
Évidemment, vous savez, il y a la fameuse formule qui a été attribuée à tort, je crois, à Voltaire. Je ne partage pas toutes vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. Ben, c'était exactement ce que j'ai fait. Je crois qu'un candidat qui a un certain aura et qui représente certaines idées et qui est suivi par un certain nombre d'adhérents a le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Il est vrai que je n'ai travaillé sur un plan professionnel que pour des candidats, je dirais, de droite ou de droite de conviction. Je ne l'aurais pas fait pour Madame Laguillet, Nathalie Arthaud ou Besancenot ou Poutou. Encore que, parce que j'ai lu une phrase d'un de vos proches, donc il faut surveiller ses proches toujours. Oui. Il ferait parrainer le diable en personne. Tiens, on revient candidat de l'extrême gauche. C'est-à-dire que là, on a le sentiment d'un seul coup, à travers cette phrase, pas lui donner plus d'importance qu'elle n'a, mais néanmoins, on a le sentiment que, alors finalement, ça ne serait pas grâce à un pouvoir de dissuasion militant, une nouvelle fois qu'on obtient cette signature, mais parce qu'on a tout simplement des techniques dans un domaine professionnel et qu'on les applique. Effectivement, aller à l'encontre des maires pour les faire signer, ça s'apprend. Bon, il faut rentrer en empathie avec les gens. Bon, il y a un certain nombre de recettes, mais ça, si vous voulez, c'est un petit peu comme les recettes de grand-mère. Bon, je les garde pour moi. Mais tout simplement, si vous voulez, il y a le travail que je peux faire et le travail que je suis amené au niveau des formations. On forme des équipes militantes pour aller aussi dans les différents départements, dans les différentes régions, sur le terrain. Donc il faut effectivement que le candidat soit soutenu par un minimum d'adhérents. Norbert Schetaille, si je comprends bien, et vous me contredirez peut-être, vous arrivez avec une carte de VRP devant un maire dont on sait qu'ils sont particulièrement retors à la politique en général. Et là, vous me dites, j'ai mes propres arguments, j'ai mes propres attitudes, je ne vais pas vous les donner sur des recettes de grand-mère. Si, il faut dire comment on arrive à capter l'attention d'un maire, alors que vous arrivez avec un costume cravate, carte de VRP devant votre voiture. Pas forcément un costume cravate, on s'adapte à la situation. Non, mais ce que je veux dire, le maire ne signe pas forcément. Le parrainage, ce n'est pas un acte, c'est militant. Ça n'est pas un engagement politique, c'est un acte démocratique. C'est-à-dire que moi j'ai vu X maires de gauche, ou divers gauches. Il est vrai que parmi les 35 400 communes aujourd'hui en France, il y a énormément d'élus qui ne sont pas affiliés et encartés dans un parti politique, énormément de maires qui sont plutôt divers gauche ou sans étiquette, qui parrainent des candidats de droite. On a vu à l'époque beaucoup de militants, d'élus qui votaient à gauche, qui parrainaient par exemple Jacques Chirac. Et à contrario, on a vu énormément de maires, j'ai vu énormément de maires qui votaient Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy, parrainer un candidat de gauche ou d'extrême gauche qui avait des difficultés pour les obtenir. Voilà. Donc c'est véritablement, là encore, et j'insiste là-dessus, ça n'est pas du tout un engagement, le parrainage. Ça n'est pas du tout une adhésion. C'est permettre à un candidat, même si on ne partage pas toutes ses idées, ou même si on ne partage pas du tout ses idées, de pouvoir s'exprimer. C'est ce qu'a dit à plusieurs reprises le président de l'Association des maires de France, et c'est ce que disent très régulièrement, ce que rappellent très régulièrement un certain nombre d'élus nationaux. Alors, comment expliquez-vous, dans ce cas, les difficultés rencontrées, on le voit encore en 2017, et auparavant, bien sûr, par des candidats, moi, j'aime pas le terme grand ou petit qui ne veut pas dire grand-chose, pour obtenir ces 500 signatures, par exemple, on pense à Ramayad, on peut penser à Alexandre Jardin, ou même d'ailleurs à Marine Le Pen, qui a indiqué, comme toujours d'ailleurs pour le Front National, cette difficulté d'obtenir ces 500 parrainages. Comment vous expliquez ça, alors que vous démontrez la capacité d'obtenir un nombre important de signatures, vous seul? Si vous voulez, moi j'insiste beaucoup sur ce réseau d'élus. Il est vrai que, je crois que c'était d'ailleurs Florence Aubenas, qui travaillait autrefois à Libération, qui est aujourd'hui journaliste au Monde, qui nous disait que si Ramayad ou Alexandre Jardin avaient fait appel à mes services, sûr qu'ils seraient dans la compétition. Bon.
Là encore, il suffit que je mette en place mes réseaux d'élus en leur expliquant que, voilà, Alexandre Jardin ou Ramayad, dans le cas où, voilà, il me l'aurait demandé, ont le droit d'exprimer un certain message à la télévision, devant des électeurs. Ils ont le droit de le faire. Après tout, pourquoi pas ? Je parlais tout à l'heure de lutte ouvrière. Bon, il serait, là encore, absolument anormal que Madame Laguiller ne puisse pas se présenter. Nathalie Arthaud aujourd'hui. Donc ça a toujours été le cas. Lutte ouvrière a toujours été présent à l'élection présidentielle depuis 1974. Bon, je pense que, même s'il représente aujourd'hui effectivement très peu d'électeurs, il mérite d'être représenté. D'ailleurs, le système du parrainage est un système relativement bon, puisque d'ailleurs, il n'a jamais été changé depuis 1962. La seule modification... Vous pensez qu'il faut maintenir ce genre de choses quand on voit qu'on peut finalement le contourner en le dépolitisant, car c'est ça la clé, si j'ai bien compris. Moi, je crois que ceux qui ne sont pas d'accord avec le système du parrainage, ce sont les candidats qui n'ont pas réussi à être candidats à l'élection présidentielle. Mais finalement, tous les autres reconnaissent que c'est plutôt un bon système, qui n'a d'ailleurs pas changé, qui n'a d'ailleurs pas été modifié depuis 1962, à l'exception de l'année 1976 où on est passé de 100 à 500 parrainages sous Valéry Giscard d'Estaing et Michel Poniatowski. Ce système n'a d'ailleurs pas changé et aujourd'hui, personne ne le critique. Ce qui fait qu'effectivement, on est arrivé, je crois, en 2002 à 16 candidats, mais c'est un record. Mais très généralement, on a 10 candidats, 11 candidats. En 1965, il est vrai qu'on vivait sous l'ère gaullienne, il n'y avait que 6 candidats, 9 en 1969. Donc c'est un système, contrairement aux élections européennes, qui permet d'éliminer les candidatures fantaisistes, farfelues, et qui permet à un nombre limité, relativement limité de candidats, de pouvoir s'exprimer. 10 candidats, 12 candidats au premier tour, et puis évidemment 2 candidats au deuxième tour. On va quitter ce domaine-là. Une dernière petite question. Quand vous dites effectivement que Valéry Giscard d'Estaing est passé de 100 à 500 paraphes, c'était tout simplement pour bloquer d'ailleurs la candidature de Jean-Marie Le Pen, ce qui a été réussi en 1981. Ça visait cela. Est-ce que vous considérez qu'on devrait passer de 500 à 1000, par exemple ? Effectivement, ça deviendrait beaucoup plus difficile. Plus il y a de paraphes à obtenir, moins il y aura de candidats. Ça, c'est évident. Mais je pense qu'effectivement, je pense qu'il faudrait maintenir ce système actuel. C'est-à-dire rester à 500. Je pense qu'on est un bon chiffre, là encore, qui n'est contesté par personne, par aucun gouvernement. De droite ou de gauche. Alors votre succès passe aussi, vous l'avez dit, par un réseau de connaissances dans tous les milieux politiques. Oui. Et alors là aussi, vous avez vous-même fait de la politique. Oui. C'est une passion avec quand même un parcours assez atypique, mais qu'on peut globalement situer, vous l'avez dit d'ailleurs, à droite. Plutôt à droite, oui. Et tout oui, particulièrement dans une ville, vous avez été élu à Roanne, puis dans cette ville qui se situe en Rhône-Alpes, au sein de cette région. Oui, tout à fait. J'ai été élu conseiller municipal de Roanne, qui est la sous-préfecture du département de la Loire. Très belle ville. Lors des élections générales des 11 et 18 juin 1995, face à Jean Roux, l'ancien ministre du Travail à l'époque. Et aussi, j'ai été élu dans les années 90 conseiller régional, secrétaire de la commission des finances du conseil régional Rhône-Alpes, et j'ai géré également la commission d'appel d'offres de l'institution régionale. Voilà, donc c'est un... Ça, c'est intéressant, parce que d'un seul coup, vous êtes passé de l'autre côté du miroir, finalement, est-ce que c'est à force de voir ces élus que vous vous êtes dit, après tout, pourquoi je ne ferais pas comme eux, c'est-à-dire essayer de défendre le bien commun, défendre le pays aussi, peut-être, en étant acteur et non plus observateur. Oui, c'est vrai. J'en suis arrivé, si vous voulez, aujourd'hui, avec toutes ces connaissances que j'ai, des élus que j'ai rencontrés également dans les institutions, à créer, il y a quelques mois, donc c'est tout récent, l'Association nationale de défense des communes, dont j'ai l'honneur de présider, qui permet justement de pouvoir regrouper un certain nombre d'élus, mais pas uniquement des maires. Ça peut être des conseillers départementaux, régionaux, il y a également quelques parlementaires qui nous soutiennent, pour défendre les communes, pour défendre la commune, pour la promouvoir et faire en sorte qu'elle ne disparaisse pas. Parce que le plan qui est engagé depuis quelques années, on le connaît.
c'est de vouloir faire disparaître la commune, le canton de proximité et l'État-nation au profit des communautés de communes, communautés d'agglomération, des mégalopoles également, au profit des régions, des méga-régions, et au profit de l'Europe. Donc nous, dans l'association, alors nous allons faire du lobbying, mener un certain nombre d'actions, mais nous ne souhaitons pas que, évidemment, que les communes disparaissent. Nous ne souhaitons pas passer de 35 400 communes aujourd'hui à 18 000, comme certains proches du président de la République le souhaitent dans quelques années. C'est intéressant parce que personne ne va vous remettre en cause la capacité que vous avez à connaître la situation des élus locaux. C'est un vrai point positif pour vous. Mais ce qui me surprend, c'est toujours dans la notion de défense des communes. Mais on les défend contre qui? C'est contre Macron? C'est lui l'agresseur? C'est lui qui attaque? Moi, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a voulu déjà tuer les départements. Bon, là, on est en train de vouloir tuer les... oui, ben, je pense que le projet de Macron et le projet européen, c'est de vouloir faire disparaître les communes, de les regrouper. Et on se rend bien compte qu'il y a une spécificité française avec ces 36 000 communes. On a 45 000 clochers en France. Sous la Révolution, on en était à 41 000 communes. Pendant des décennies, on nous apprenait à l'école primaire qu'il y avait 36 700 communes. Avec, suite à la loi NOTRe, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes arrivés à quelques 35 400. Moi, je vois très bien dans la ruralité, les gens n'en veulent pas. Les gens sont très attachés à leur clocher, à leur terroir, à leur tradition, et puis à leur maire. Et on ne met pas suffisamment le maire des communes rurales en valeur. C'est un élu qu'on pourrait mettre, j'allais dire, en valeur autant que... un pompier, un médecin urgentiste ou une infirmière, parce qu'il fait un travail remarquable, admirable, complètement désintéressé. Et moi, j'aime beaucoup cette notion de désintéressement de l'élu qui fait véritablement un travail, qui fait tout dans sa commune, finalement. Qui s'occupe des largeurs de trottoir, de la cabine téléphonique qui n'est pas enlevée, qui gère les problèmes de voisinage, les problèmes de chiens errants, qui s'occupe de tout. Et faire disparaître les communes, c'est faire disparaître, et j'insiste beaucoup là-dessus, ce lien de proximité. On a déjà détruit un lien de proximité important avec le canton. On voulait faire des économies en supprimant les 4056 cantons de proximité. Bon. Faire passer le nombre d'élus de 4000, en gros, de 4000 conseillers généraux à 2000 conseillers départementaux. Et puis, au dernier moment, il a été décidé dans les ministères que finalement, il fallait la parité. Donc on s'est retrouvé avec cette aberration que nous avons aujourd'hui plus de conseillers départementaux que de conseillers généraux hier. Donc il n'y a pas eu d'économie et beaucoup moins d'efficacité, parce que dans des cantons qui sont parfois, dans certains secteurs ruraux, je pense dans le Morvan, dans le Limousin ou dans le Nord-Est, en Lorraine, dans l'ancienne région administrative Champagne-Ardenne, il y a des cantons qui font plus de 100 km de long. Donc on se retrouve parfois, et c'est ce qui est complètement aberrant, avec deux conseillers départementaux, un qui travaille souvent plus que l'autre d'ailleurs, avec un conseiller départemental qui va défendre un projet pour une commune, et l'autre qui est plutôt opposé à ce projet. Non, je crois qu'il faut un élu dans une circonscription électorale, un maire dans une commune, un conseiller général de proximité que le maire peut contacter facilement et qu'il tutoie aisément. Ça aide beaucoup pour faire avancer les projets de la commune. Et voilà, personne ne connaît aujourd'hui son conseiller régional ou son député européen. Je pense que la proximité est nécessaire et primordiale aujourd'hui au moment où les Français se désintéressent complètement du monde politique. Est-ce que vous n'oubliez pas de faire preuve de pragmatisme dans cette démarche qui est la vôtre? Je prends un exemple. Vous dites qu'il y a 45 000 clochers en France, oui, mais il n'y a plus 45 000 prêtres pour s'en occuper et il n'y a plus de fidèles pour y aller. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la même situation? Certes, on a 36 000 communes, mais il n'y a plus personne qui veut être maire rural parce que vous l'avez dit, c'est une tâche souvent ingrate et que personne ne reconnaît à sa juste valeur. Et il y a des villages qui sont aujourd'hui désertés. Donc, j'allais dire, ce regroupement, est-ce qu'il ne se fait pas de manière naturelle? Non pas contrainte, mais naturelle. On arrive toujours à trouver des élus. Bon, c'est vrai que ça, c'est j'allais dire que dans beaucoup de communes, certains se disent « nous avons trop de responsabilités, beaucoup trop de travail ». Quasiment un travail bénévole, puisque c'est vrai qu'un maire d'une commune rurale est très très peu rémunéré.
Mais je pense quand même qu'il y a aujourd'hui, surtout au moment où les communes rurales ont tendance à se repeupler, on arrive toujours à trouver des personnes qui veulent se mettre en avant, on arrive toujours à trouver des vocations, et il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes qui souhaitent s'installer, pas suffisamment, parce que ça pose aussi un autre problème. Il y a énormément de problèmes, c'est les problèmes que rencontre aujourd'hui la ruralité. La ruralité avec la question de la fracture numérique, par exemple. On en parle beaucoup avec la téléphonie, avec Internet. Mais un couple de jeunes qui souhaiteraient s'installer aujourd'hui, en campagne, ils regardent quoi? Ils vont regarder s'ils peuvent téléphoner, s'ils peuvent avoir accès à Internet, mais pas uniquement les jeunes qui peuvent s'installer. Ça peut être aussi, très souvent, maintenant, le monde agricole a besoin d'Internet. Les commerçants, les artisans, les petites entreprises ont besoin d'Internet. Et ce qu'il faut savoir, et c'est ce qui est complètement aberrant, j'allais dire, hallucinant, surréaliste, c'est que nous avons aujourd'hui, en 2018, dans notre pays, 500 communes dans lesquelles on ne peut pas émettre ou recevoir des SMS, on ne peut pas téléphoner. C'est-à-dire 1,5% des communes françaises dans lesquelles on ne peut pas communiquer. Alors, on nous dit qu'effectivement, le problème va être réglé par l'État, les opérateurs, etc. Nous, pour en avoir discuté avec de très nombreux élus, en particulier au récent congrès des maires, on reste très très vigilant. Déjà parce que l'installation des pylônes de télécommunications, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut entre 2 ans à 5 ans pour installer des pylônes de télécommunications dans ce que l'on appelle des zones blanches, et qui sont d'ailleurs complètement dispersées sur l'ensemble du territoire, qui ne se trouvent pas uniquement dans ce que l'on appelle, vous savez, la diagonale du vide, c'est-à-dire cet espace, cette bande de terre de quelques dizaines de kilomètres de largeur et de quelques dizaines d'habitants au kilomètre carré, qui va de l'Argonne, en passant par le Pays d'Hôte, le Morvan, pour se terminer dans le sud-ouest. Non, les zones blanches, on les trouve sur l'ensemble du territoire, dans le nord-ouest, et même en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc il faut véritablement régler ce problème de la fracture numérique, la fracture des services publics. On veut faire disparaître les antennes de la Banque de France, les petites sous-préfectures qui sont indispensables à la proximité. Je ne parlerai pas de la Poste, évidemment. Voilà. Donc tous ces sujets sont abordés et grâce à l'association qui nous permet de regrouper les élus, nous allons nous battre concrètement, contrairement à d'autres associations comme l'AMF. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une association nationale de défense des communes? Il y a beaucoup d'associations qui regroupent les maires, qui regroupent les élus, les régions et qui font ce travail-là. Nous avons beaucoup de liens avec certains présidents, en particulier avec certains présidents de l'association départementale des maires ruraux de France. Bon. Mais quand on voit l'AMF, par exemple, l'Association des maires de France, et des intercommunalités, il faut voir ce qui est mis, par exemple, sur leur site internet et dans leur communication. Ils encouragent très largement l'accompagnement des regroupements forcés de communes. Qui est complet. D'ailleurs, ça, on n'a jamais demandé l'avis aux Français sur ce sujet institutionnel. Ça, c'est quelque chose qui nous a été imposé. Et malheureusement, certains maires baissent un petit peu les bras. Il faut dire que certains aussi, pas tous, mais certains résistent. C'est très bien, et tant mieux pour l'avenir de la France, pour l'avenir des communes françaises. Mais d'autres, on connaît la nature humaine, se laissent influencer parce que, en tant que vice-président de communauté de communes ou vice-président de communauté d'agglomération, ils ne vont pas aller à l'encontre des décisions du président, tout simplement parce qu'ils sont payés. Voilà. Donc, nous avons une association active, contrairement à l'association des maires de France, qui me semble être, et beaucoup de gens le disent, une sorte de grande administration qui accompagne les décisions de l'État. Tout le monde peut rentrer dans votre association? Absolument. Nathalie Arthaud? Alors, je ne pense pas que Nathalie Arthaud je ne pense pas que Nathalie Arthaud nous sollicite. Et effectivement, c'est une association qui est apolitique, qui défend. Alors, il faut le dire là encore, on en a parlé tout à l'heure au niveau des parrainages. Je dirais que les 2 tiers, pour ne pas dire les 3 quarts
des maires des communes rurales en France sont plutôt, alors sans étiquette certes, mais sont plutôt de sensibilité, j'allais dire gaulliste, conservateur, plutôt de droite. Et c'est vrai que les maires que j'ai rencontrés, que je connais, sont plutôt, là encore, effectivement, de sensibilité de droite, mais pas tous. Il s'agit effectivement d'une... Là, on n'est pas dans un parti politique, hein, il s'agit d'une association, entre guillemets, apolitique, uniquement pour défendre le devenir des communes françaises, qui est la richesse de notre pays, et qui, la commune, c'est un échelon par excellence de proximité. C'est un maillon de notre démocratie. Donc nous devons, là encore, la défendre et la promouvoir, et c'est la raison pour laquelle cette association est une association, j'allais dire, non pas activiste, mais nous serons peut-être amenés d'ailleurs à mener des actions. Si demain on venait à nous imposer le regroupement forcé, qui serait contraire aux vœux des maires et de la population, eh bien nous pourrions pourquoi pas organiser des manifestations actives. Et bien vous viendrez en parler sur TV Liberté. C'est très gentil. Merci Norbert Couttal. Merci de votre invitation.